Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour ces vidéos de début d'année, avec ici le top des jeux vidéo de 2023. Comme d'hab, quelques précisions. Déjà, il ne s'agit pas d'un compte rendu exhaustif des meilleurs jeux vidéo sortis en 2023. Vu ma difficulté à suivre l'actu, il y a des softs plus ou moins anciens, car je fais un top de ce que j'ai personnellement découvert en 2023. Ensuite, même si j'essaie d'ajouter des arguments que j'espère le plus neutres possible, les classements restent subjectifs. Donc vous êtes parfaitement libre de ne pas être d'accord avec moi. Bien, je pense qu'on va pouvoir s'y mettre. Quoi? Oui, bon, d'accord, ça va, j'ai pas réussi à mettre 20 bons jeux dans mes tops. Ça va, ça arrive à tout le monde de pas assurer. J'avais jamais touché à la licence Spyro. Pas par dédain ou autre chose, hein, c'est juste... j'ai jamais eu l'occasion. Pareil, hein, j'ai jamais testé de jeux des sagas Zelda, Half-Life, Monkey Island, ou Dragon Quest. Et à l'heure actuelle, j'avoue que me replonger dans des jeux vidéo anciens avec un gameplay rigide, ça fait pas trop partie de mes priorités. Par contre, si un jeu se décide à faire un remaster, je vais pas me gêner pour en profiter. C'est comme ça que j'ai pu tester Medieval pour la première fois d'ailleurs. D'ailleurs, je vous le conseille, le remake il est très bien. Pas parfait, mais très bien quand même. Donc, Spyro, c'est l'histoire d'un petit dragon violet qui, suite à une déclaration en direct d'un des siens, voit tous les dragons être changés en statues par le maléfice d'un grand méchant. Ça m'a fait beaucoup marrer à quel point le scénario est ultra prétexte en vrai. Ah ouais, les années 90, on cherchait pas à faire un scénar digne de ce nom. Donc, comment ça se joue ? Eh bien, le monde est découpé en zones, chaque zone faisant office de hub dans lequel vous allez avoir des niveaux, et dans ces niveaux, il faudra récupérer des gemmes, des œufs de dragon, et évidemment, libérer vos congénères. Spyro peut courir, charger, cracher du feu, et planer sur de courtes distances. Et c'est amplement suffisant. À dire vrai, les ennemis peuvent quasiment tous être one-shot, et j'aime beaucoup ce système. Ok, Spyro est pas très résistant non plus, mais le fait de pas avoir une armée de sacs à PV sur son chemin... Ah putain, qu'est-ce que ça fait du bien! J'aurais surtout des reproches à faire au niveau de la rigidité, notamment de la caméra qui est vraiment pas parfaite. Par exemple, c'est impossible de verrouiller un ennemi avec. Pareil avec le système de vol, en plus de la caméra, vous êtes obligé d'avoir l'axe Y inversé si vous jouez avec une manette. Donc par exemple, truc qui pour moi est complètement aberrant, c'est pour aller en bas, il faut mettre le joystick vers le haut. Pour moi, c'est complètement débile et contre-intuitif. Aussi, un autre défaut, c'est que tout ce que vous ramassez, c'est uniquement du scoring. Ne croyez pas que ça va améliorer vos compétences ou quelque chose, Non. Votre petit dragon, il est niveau max dès le début. C'est absolument pas un RPG, il n'évoluera pas. En revanche, je ne tolère pas le boss final. Littéralement, vous devez courir après des porteurs de clés. Des mobs très rapides, bien sûr, donc galère à choper. Vous devez en choper 2. Puis, vous devez courir après le boss lui-même, également très rapide, mais qui lui se balade dans une zone avec beaucoup de virages et où le moindre fail vous expédie dans la lave. Lave qui vous one-shot et donc vous réexpédie au tout début du combat. Et donc, recommencez à courir après les 2 porteurs de clés. J'ai été voir la soluce. Littéralement, le seul moyen d'y arriver, c'est de connaître le niveau par cœur. Eh bah non en fait. Déjà que je trouve pas tolérable que les défauts de caméra et la rigidité du personnage n'aient pas été corrigés pour le remaster. Si en plus vous nous infligez ça comme boss de fin, merci mais non merci. A l'inverse, Ripto's Rage est quand même largement plus fun. Déjà on a un vrai scénario pour nous encadrer, hein, alors pas la meilleure intrigue de tous les temps bien sûr, hein, mais c'est déjà mieux que juste « va sauver les dragons ». Quelques éléments de gameplay sont améliorés, comme d'avoir des PNJ qui vous expliquent comment utiliser vos capacités. C'est con, mais ça manquait dans le premier jeu. On a quelques missions secondaires qui augmentent un peu la quête principale, et le jeu sait être tout de même assez varié dans ce qu'il propose. D'ailleurs, Spyro évolue. Il a le droit à des capacités supplémentaires, comme la nage sous-marine, l'escalade ou la charge aérienne, qu'il découvre au fil de l'aventure. Le problème, encore une fois, c'est cette putain de caméra! Le nombre de fois où je me suis pris des coups parce que ma charge était partie dans le mauvais sens, putain!
ou parce qu'une attaque venait d'une zone d'ombre, bordel! Et cette caméra, malheureusement, elle a un très mauvais impact sur la maniabilité et l'appréciation du jeu. On a aussi des boss qui ont le mérite d'être quand même assez durs, entendez par là qu'ils ont un pattern, et qu'il faut prendre le temps de comprendre la bonne méthode pour l'attaquer, pas se contenter de bourriner comme un bœuf. Donc ouais, c'est complexe, mais contrairement à la majeure partie des jeux actuels, qui nous imposent juste des mobs qui sont des putains de sacs à PV, bah c'est quand même vachement plaisant. Spyro 3, probablement mon expérience la moins agréable de ce Reignited. Les ennemis sont assez régulièrement les mêmes. Il y a des changements de skin, mais c'est assez régulièrement les mêmes ennemis avec les mêmes patterns. Les boss sont assez nuls. Là où dans le 2, ça réclamait de vraiment faire gaffe et de bien analyser les patterns, les boss du 3, mais je leur ai roulé dessus, mais sans aucun effort. Et clairement, ils sont pas du tout marquants, hein. C'est là où les boss du 2 avaient un petit côté qui faisait que tu les gardais bien en tête. Ceux du 3, je les ai complètement zappés à la seconde où je terminais le combat, quoi. Globalement, je trouve que Spyro 3 fait très repompe du 2, d'un point de vue gameplay, et on est revenu au système d'un Spyro qui n'évolue pas. Vous ne débloquez pas de capacité au fil de l'aventure, hein. Vous avez vos talents du début, planer, escalader, etc. Et c'est marre. Alors oui, il y a un niveau où Spyro peut cracher de la glace. Tu sais absolument pas pourquoi, parce que, vu que ça ne sert absolument à rien. Après, il y a la possibilité d'incarner 4 nouveaux personnages qui ont chacun leur gameplay, leur système de jouabilité, ce que j'ai trouvé sympa, mais sans plus. Et majoritairement, je trouve le jeu très crispant. À cause de la caméra et de la maniabilité toujours pas parfaite, mais alors il y a des trucs qui sont putain de prévus pour vous faire rager, où vous ne pouvez pas y arriver tant que vous ne connaissez pas le parcours par cœur. Et que vous maîtrisez la caméra, bien sûr. Je vous jure qu'il y avait des passages, j'avais juste envie de balancer la manette dans le mur. Autre point assez pénible, c'est le cas de Richard, qui va régulièrement vous taxer vos gemmes. Dans le 2, c'était crédible, parce qu'il se servait de la naïveté de Spyro, et même si c'était souvent du racket, c'était grâce à lui qu'on apprenait de nouvelles compétences. Sauf qu'à la fin de Ripto's Rage, tous les autres personnages lui sautent dessus, et lui font bien comprendre que, maintenant, t'arrêtes tes conneries, et tu rends son fric à Spyro. Objectivement, notre héros ne devrait pas lui faire confiance dans le 3e jeu. Non seulement ça, mais en plus, Richard va être très régulièrement, notamment dans le dernier monde, être un passage obligé. Vous n'aurez pas d'autre choix que de payer mais des fortunes, non pas pour accéder à des missions secondaires, mais pour finir le niveau. Et c'est une des raisons qui m'ont fait abandonner le jeu avant la fin. En plus de voir qu'il me fallait une centaine d'œufs pour affronter le boss final. Non, j'ai pas envie de refaire l'intégralité des mini-jeux qui, pour la plupart, m'ont donné envie de m'arracher les cheveux. Donc conclusion, Reignited Trilogy est un bon jeu. Très bien même. Mais clairement, autant j'ai beaucoup kiffé les épisodes 1 et 2, autant le 3, malgré ses qualités, il m'a très vite gonflé. Si vous avez vu mes flops de 2023, vous savez que j'ai testé une partie des Dark Pictures Anthology, et que globalement c'est assez mauvais, voire très mauvais. Mais j'avoue que Little Hope, il y a quand même un petit quelque chose. Le pitch, c'est qu'un groupe d'étudiants et leurs profs se retrouvent piégés dans la petite bourgade de Little Hope, où ils vont être confrontés à des phénomènes surnaturels. Et comme tout bon jeu narratif, vous êtes censé effectuer des choix qui auront leur lot de conséquences. Alors le jeu dure pas très longtemps, je dirais 4-5 heures grand max, et vous vous en doutez, c'est très linéaire. Je suis pas totalement fan de la plastique des visages, qui parfois fait beaucoup trop expressif sans aucune raison. Le jeu souffre aussi de quelques bugs. Il y a parfois des cuts assez brutaux dans les cinématiques ou des conversations. Tu sais pas pourquoi. Pour les QTE, je suis assez mitigé. Parce que autant il y a eu des fois où j'étais vraiment en mode « Mais croyez-vous un peu quoi, mettez-moi un peu de challenge, merde !» Et à l'inverse, il y avait un ou deux trucs qui allaient tellement vite que j'ai même pas eu le temps de réagir. Il y a aussi un système que je trouve assez débile, qui est que le jeu va te coller un symbole pour te prévenir quel genre d'action tu vas devoir accomplir. Et attention, tu vas bientôt faire un QTE. Attention, il va pas tarder à arriver. Attention, maintenant! Mec, je suis pas con, hein, c'est pas la peine de me coller des avertissements comme ça. On peut aussi reprocher son final au jeu, je spoilerai rien, hein, mais c'est vrai que le fait de sauver ou de tuer tous les persos, bah ça a pas des masses d'importance en vrai. On peut aussi regretter quelques incohérences de certains éléments, dont le fait que les héros sont de plus en plus gravement blessés, mais n'ont jamais plus de difficultés à agir physiquement. Oh mon dieu, j'ai la moitié de la jambe ouverte. C'est un triple saut périlleux arrière. Ok, no problème. Oui, j'exagère un peu, mais bon, c'est vrai que c'est un peu comme ça, quoi.
Donc voilà, de tous les Dark Picture Anthology, je dirais que c'est le seul qui mérite d'être testé. Même si ça reste pas exceptionnel. Petit jeu gratuit dégoté sur Steam. Vraiment petit, hein, je l'ai entièrement plié en 1 heure. Le pitch, c'est que vous êtes un connard qui décide de souffler les feuilles mortes le dimanche matin à 7h. Et le but du jeu, c'est de faire chier le plus de monde possible tout en nettoyant les rues. Du moins, c'est l'objectif du premier acte. Je vais rien vous spoiler, mais le deuxième part plus sur les principes des attaques de horde. Plus vous tuez d'ennemis, plus vous améliorez vos compétences. Et vous devez survivre pendant 5 minutes. Puis vient le troisième acte, plus orienté RPG, avant d'affronter le boss final. Bon, ça vole pas bien haut, hein, que ce soit en termes de gameplay comme de scénario, et le fait est que le jeu est régulièrement entrecoupé par de fausses pubs, ce qui est cohérent avec le délire du jeu, mais en même temps ça reste assez pénible. Si vous savez ce que je pense des pubs, bah voilà, c'est chiant. Donc, littéralement, ce serait presque le genre de jeu qu'il faudrait mettre sur votre téléphone en fait. D'ailleurs, j'ai pas vérifié s'il se jouait sur mobile, c'est mon téléphone. Bah oui, oui bah non, bah je filme avec mon téléphone, donc bah je peux pas vérifier tout de suite. Bon bah du coup je l'ajoute au montage quoi. Donc voilà, à tester pour vous occuper. C'est pas exceptionnel, mais c'est clairement pas mauvais. Alors, pour le coup, j'ai testé le jeu alors qu'il était en Early Access, pratiquement à sa sortie, donc je crois que c'était en mars, un truc comme ça, et j'y ai pas retouché depuis. Donc il est pas impossible que certains reproches ne soient plus d'actualité. Le principe est que vous devez gérer un camp militaire, recruter des bidasses et les spécialiser au fur et à mesure. Le design est plutôt cartoonesque et l'histoire va bien dans ce sens avec le minimum syndical de sérieux. Pour le gameplay, ce que j'en ai testé est très appréciable. Il faut classique gérer l'entraînement des recrues qui, une fois qu'elles ont atteint un certain niveau, demandent à être spécialisées dans d'autres bâtiments. Il faut les nourrir, les divertir, qu'ils aient un coin où dormir. Attention cependant, ne mettez pas les dortoirs à côté d'endroits qui génèrent du bruit, car ça empêchera vos hommes de dormir et donc de régénérer leur endurance. Les journées durent assez longtemps, donc vous pouvez dispatcher vos hommes pour qu'ils bossent de jour ou de nuit, histoire qu'il y ait toujours de l'activité dans la base. On a aussi le système de mission. Toute la map est sous la domination du maléfique Dragon, et il va donc falloir libérer chaque territoire, toujours en envoyant un certain quota de militaires spécialisés. Le problème, c'est l'argent. Vous avez besoin de fric pour payer les salaires, les constructions de bâtiments, et aussi les améliorations. Mais très vite, le seul moyen de gagner du fric, c'est en faisant des missions. Or, les missions, vous pouvez pas en faire autant que vous voulez. Ça prend un certain temps, et c'est pas le genre de truc qui va vous garantir des revenus réguliers. Du coup, du moins jusqu'au point où j'en étais arrivé, vous êtes extrêmement limité dans les gestions pécuniaires. Et perso, c'est un des trucs qui m'a forcé à arrêter. Après, le tutoriel laissait entendre qu'il y avait un système de missions secondaires à effectuer sur les territoires débloqués. Alors, j'avoue que soit ça n'a pas encore été implémenté, soit j'étais trop débile pour piger comment les lancer, parce que j'en ai pas dégoté une seule. Et aussi, faudra régler un bon paquet de bugs. Parce que je peux vous garantir qu'il y a eu un bon paquet de fois où j'ai eu des militaires qui se sont tout bonnement figés, au point qu'il fallait que je redémarre le jeu pour les ramener à la raison. Les fois où, pour une raison incompréhensible, un perso va se plaindre qu'il ne peut pas aller dans un bâtiment. Alors, vous lui dites, bon, c'est pas grave, tu peux aller dans celui-là, qui correspond parfaitement à tes besoins. J'ai vérifié, le jeu valide la décision. Vous quittez la feuille du personnage, le problème n'est toujours pas réglé. Donc vous revenez sur la feuille du personnage, et à nouveau, il n'a plus de bâtiment où aller. Il y a aussi le problème du changement d'horaire. En fait, quand vous passez du jour à la nuit, comment expliquer, prenez la cuisine, par exemple, où vous pouvez placer 2 cuisiniers. Si vous avez un minimum de logique, vous en mettez un le jour, un la nuit, histoire qu'il y ait toujours de l'activité. Sauf qu'au niveau des changements d'horaire, là où évidemment les soldats viennent bouffer, il faut un temps pour que le nouveau cuistot vienne prendre son quart. Ce qui évidemment te bloque la moitié de la base. Alors je sais que certains vont me dire, embauche plus de cuistots et construis plus de cuisines. Vous vous rappelez que je galère avec le fric, donc voilà, je regrette de pas être allé plus loin, parce que j'ai pas pu. Mais franchement, je le regrette. Je trouve que le jeu a un vrai potentiel. Donc,
Là, il me semble qu'il est sorti en plus, il est sorti officiellement il y a quelques temps. Donc peut-être que les développeurs ont réussi à corriger tous les problèmes que je reproche. Et si c'est le cas, je pense qu'on peut s'attendre à un excellent jeu de gestion. Mais dans sa mouture actuelle, là, pas trop, malheureusement. Le jeu est un visual novel. Toute l'histoire se concentre sur des pavés de texte, et les seules images auxquelles vous aurez droit seront des portraits des différents personnages et quelques décors. Très joliment dessinés par ailleurs, avec quelques touches d'animation par-ci par-là. Au début, vous avez le choix entre 3 clans différents pour votre avatar, Blura, Ventrue et Toreador. J'aurais aimé un peu plus de choix, hein. Perso je suis plus fan des Trémérés. Le jeu vous offre un minimum de choix, notamment quand vous êtes libre d'agir à votre guise après une très longue intro. Promis, l'introduction du jeu, c'est juste 1h30 de texte à lire. Après, vous avez accès à une carte, et vous pouvez choisir d'aller rencontrer tel ou tel personnage. Ce qui va occasionner certaines situations face auxquelles vous aurez des choix à faire, la possibilité de vous nourrir sur des humains, d'utiliser vos pouvoirs de vampire, ou d'être plus ou moins sympa avec vos interlocuteurs. L'ambiance est très cool, on est vraiment amené dans une intrigue très politique et très surnaturelle, vraiment digne de Vampire la Mascarade. J'ai quand même remarqué quelques bugs, 2-3 fautes dans le texte, mais bon ça encore... Sur tous les pavés qu'il y a eu, c'est pas grave. C'est plus problématique quand ça touche des éléments importants. Comme par exemple la soif, qui est représentée par des giclées de sang sur les bords de l'écran. À un moment, mon perso étant assoiffé, je le fais se nourrir sur une humaine. Aucun changement. Et pourtant, le reste de l'histoire s'est déroulé sans aucun problème. Et la nuit suivante, mon perso avait plus soif. Il y a aussi eu quelques incohérences dans le déroulé des situations. Par exemple, à un moment, mon personnage devait faire des déductions sur une scène de crime. Et la déduction la plus logique était d'impliquer le clan des Sangs-Clairs. Sauf qu'à ce moment, mon perso ne connaissait pas le clan des Sangs-Clairs. Donc il n'était pas censé pouvoir en parler. Et j'ai carrément eu un bug qui m'a fait sauter une séquence. Genre, mon perso va se coucher, et le lendemain il se réveille, et il va dire au PNJ « Putain, je me suis fait tabasser dans une ruelle !» Ah bon? Quand? Je n'ai pas vu cette séquence. Et aussi, peut-être que c'est dû au fait que j'ai joué qu'une seule fois, mais je trouve que le final est un peu en queue de poisson. Pratiquement aucun mystère n'est résolu, et t'as même pas l'impression qu'il y a eu le moindre progrès. Tu sais même pas quel camp est victorieux. Donc voilà, c'est un bon jeu. Peut-être que j'y rejouerai avec un autre perso pour voir s'il y a des différences, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Alors là, ça a probablement été une de mes expériences vidéoludiques les plus mitigées de l'année. Déjà, on pourrait presque considérer que ce jeu comme un spin-off de Sid Meier's Pirates. Parce qu'on a globalement la même ambiance, les deux jeux partagent une charte graphique relativement semblable, le protagoniste se déplace avec moult pirouettes, le système de gameplay est à mon sens plutôt sympa, au lieu de bénéficier d'une progression par niveau, vous avez accès à pratiquement toutes les zones de l'île presque dès le début, et pour terminer le jeu, il faut accéder à différents éléments principaux et secondaires. Genre réunir les 3 seaux pour obtenir le trésor, récupérer les différents éléments du bateau pour le réparer et s'enfuir. Parallèlement, votre personnage va débloquer plusieurs capacités et pouvoirs en lien avec le vaudou, comme l'invocation de zombies ou la possession d'adversaires, mais aussi la transformation en Black Buccaneer, une espèce de colosse particulièrement redoutable en combat. Donc régulièrement, vous allez être bloqué dans votre progression parce que vous ne pouvez pas accéder à tel ou tel endroit. Donc il va falloir continuer à explorer ailleurs pour pouvoir revenir plus tard avec le bon talent. Ce qui à mon sens est plutôt un bon système. J'ai vraiment passé les 4-5 premières heures à explorer l'île, mais vraiment comme un gosse quoi. J'étais content que le soft m'incite à chercher par moi-même. Et j'étais super fier quand je réussissais à trouver un nouveau chemin ou à débloquer un nouveau pouvoir. Après, je vous cache pas qu'à partir de la 6ème heure, ça a commencé à devenir un peu pénible de tourner en rond sans jamais trouver ce qu'il fallait. Parce que oui, on a des cartes, mais c'est pas les plus précises du monde. Ça réclame pas mal d'aller-retour entre les différentes zones, et quand vous quittez une zone, bah vous vous tapez un temps de chargement avec écran fixe. Et autant l'écran de loading est plutôt joli,
Autant quand vous n'avez que ça à mater pendant tous les putains de temps de chargement du jeu, bah t'as un petit peu envie d'insulter les développeurs. Vous auriez pu faire un wallpaper par zone, bande de feignasses. Mais globalement, j'étais quand même très satisfait du jeu, sauf que j'ai pas pu le finir à ma première tentative. Parce que le jeu a bugué. Littéralement, un des derniers éléments qui me restait à récupérer pour le bateau, il fallait pousser une caisse sur un interrupteur pour faire baisser une grille. Sauf que la grille n'a jamais voulu se baisser. Alors j'ai continué en me disant que il y avait probablement autre chose à faire. Donc à force, je me suis maté un des seuls gaming live qui existent dessus, et non. Il n'y avait rien d'autre à faire. J'aurais pu m'arrêter là d'office parce que je ne pouvais pas terminer le jeu à cause de ça. Sans parler du fait que certains éléments ou accès aux éléments sont vraiment planqués, mais planqués quoi. Hein. Et ça c'est probablement un des gros reproches que je ferai au jeu. Mais en même temps, il n'y a aucune info dessus. T'as l'impression que le jeu c'est un fantôme. T'as aucune news, t'as l'impression qu'il est jamais vraiment sorti, alors que... Bah si, il est bien sorti, mais personne n'en parle. Donc pour moi c'est un très bon jeu, malgré des très gros défauts. Donc si vous avez l'opportunité de le tester sur émulateur, faites-le. Mais prévoyez un stock de patience. Je m'attendais pas à autant apprécier ce jeu. Anecdote, ce jeu m'a été conseillé par un pote, et lui-même était persuadé qu'il allait finir dans mes flops, donc... Midnight Witch est un visual novel, donc majoritairement du texte à lire, et éventuellement quelques choix ayant leurs conséquences. Et le jeu est gratuit sur Steam. Donc si vous voulez le tester, bah... faites-vous plaisir. Vous incarnez un jeune étudiant, sauf qu'une nouvelle enseignante va se charger de votre cours de sociologie. Manque de bol, la demoiselle n'est pas ce qu'elle voudrait bien laisser croire, et des meurtres sanglants vont avoir lieu. Alors le mauvais côté, c'est un peu pour ça que je fais rarement du visual novel, c'est l'interactivité extrêmement limitée. De toute l'histoire, on doit avoir 5 ou 6 choix, grand max, sans compter le test de personnalité, et il doit y en avoir à peine la moitié qui ont vraiment des conséquences sur l'histoire. Donc vous attendez pas à un jeu où la moindre de vos décisions va impacter l'intrigue, non, vous avez droit à 4 fins, quelques cinématiques cachées, mais c'est tout quoi. Les bons points, c'est, comme je l'ai dit, le jeu est très court, il se finit en 5-6 heures, en comptant les différentes boucles et redémarrage de partie, et je me suis pris au jeu, de vraiment recommencer pour obtenir toutes les fins. Bon, pour dégoter les parties cachées, j'avoue, j'ai été mater la soluce, mais bon... Maintenant, est-ce que c'est un jeu qui dispose d'une grosse rejouabilité? Pas trop. Une fois que vous avez fini le jeu à 100%, bah... vous avez plus trop d'intérêt à le relancer, en fait. Mais, c'est quand même un jeu qui m'a pas mal occupé tout du long, donc je sais pas si j'y rejouerai un jour, mais... c'était quand même plaisant à découvrir. Petit jeu sans prétention et plutôt bien foutu, dont le principe est assez proche d'un escape game. Entre parenthèses, je n'ai jamais fait d'escape game, donc en fait je suppose que ça s'en rapproche. Vous allez être confronté à différentes portes qui vous réclameront de trouver certains objets et de résoudre plusieurs énigmes, avant de pouvoir les ouvrir et passer au niveau suivant. Et c'est bien. J'irais pas dire que c'est le jeu de l'année, faut pas déconner, c'est vraiment une succession d'énigmes qui vont vous demander de réfléchir un minimum. Mais en même temps, la difficulté est pas exceptionnelle non plus. La plupart du temps, si vous avez 2 neurones actifs, c'est amplement suffisant pour vous débrouiller tout seul. Après, si vraiment vous êtes bloqué, vous avez toujours la possibilité de demander des indices au jeu. Je vous avoue qu'il y a quand même eu 2 énigmes dans tout le jeu qui m'ont... dans le même niveau en plus, il me semble, qui n'avaient pas de sens. Par exemple, un labyrinthe, sauf qu'il n'y avait pas de sortie visible. Vous devez aller à un endroit pour en sortir, mais on vous dit pas lequel. Et quand tu y arrives, bah en fait tu te demandes, mais... pourquoi j'ai gagné en fait? Mais c'est pas si gênant que ça. En plus le jeu est plutôt beau et mignon. Donc si vous voulez un jeu qui vous fasse passer le temps sans trop de prise de tête, je vous le recommande. Un jeu Quantic Dream, donc évidemment narratif, qui va vous imposer des choix avec des conséquences pendant l'intégralité du soft.
mais en contrepartie, le gameplay est quand même vachement limité. On se trouve dans une société où les androïdes sont devenus une réalité, et où vous allez incarner 3 individus synthétiques, qui vont se libérer des contraintes de leur programme. Kara va tout faire pour protéger la fille dont elle a la charge, Marcus va prendre part à la rébellion des machines, et enfin, le plus fun à jouer, Connor, un androïde policier qui doit traquer ses semblables. Et j'admets que si, globalement, les 3 personnages sont sympas à suivre, la voix de Kara n'offre pas beaucoup de possibilités à part la fuite. Par ailleurs, pas mal de personnages, notamment les humains, sont assez prévisibles. Le flic alcoolique et bourru, mais qui a un bon fond malgré tout. Le père drogué et violent avec sa fille, le mec qui va nous trahir après nous avoir emmenés dans sa cave, et aussi, malheureusement, certaines situations sont scriptées pour servir le scénario. Du genre, un personnage qui va popper à côté de vous après que vous ayez fait une certaine action, alors que le mec était censé être à l'étage en dessous. Ou alors des scripts qui vont vous inciter à avoir certaines réactions plutôt que d'autres. Par exemple, à un moment, mon personnage voit son abri envahi par tout un groupe de PNJ, et ces PNJ disent « Vous inquiétez pas, on vous veut pas de mal, on est des gentils ». Non! Vous venez d'entrer comme une meute de zombies affamés en pulvérisant les portes et les fenêtres. Je vous crois pas, vous pouvez pas être gentil! En termes de gameplay, j'ai eu un bug sur toute la session qui faisait que les éléments d'interactivité, du genre voilà, pour déplacer cet objet, tirer le joystick ou des trucs comme ça, ne fonctionnaient plus. Un peu gênant vu que c'est le seul élément de gameplay du jeu. Mais bon, j'ai fermé le jeu, je l'ai relancé et il y avait plus de problème. Donc le gros souci pour moi, c'est l'aspect rejouabilité, parce qu'autant je trouvais que Heavy Rain était excellent à ce niveau, même si Until Dawn est clairement meilleur, mais j'ai l'impression que beaucoup de choix sont forcés, et qu'en fin de compte, assez peu ont vraiment un impact. Quand on ne vous zappe pas carrément la possibilité d'agir. Tenez, exemple tout con, à un moment, je dois affronter 2 suspects, et je me retrouve avec la possibilité de tirer, ou d'épargner. Je tire donc, et je bute un des suspects. Sauf que, traumatisé, son acolyte s'empare de mon arme et se suicide avec. C'est peut-être à ce moment qu'il aurait fallu me laisser le choix quand même, entre la laisser faire ou l'en empêcher. Je suis censé être un robot policier quand même. Aussi, les QTE de combat sont trop longs. C'est pas ultra abusif non plus, hein. Enfin, quelques mouvements de moins, ça aurait été appréciable. Après, ne soyons pas mauvaise langue, de la rejouabilité, il y en a quand même. Et quelques choix peuvent vraiment vous amener une fin différente. Et je vous cache pas que certains choix, j'étais pas super heureux de les avoir faits. Du coup, oui, c'est quand même un bon jeu. Mais il a quand même vachement de défauts. Oh bordel de merde. Le jeu a été fortement conseillé par le joueur du grenier. C'est un peu sa vidéo de présentation qui m'a donné envie de tester le bousin. Donc je me suis lancé. Note pour plus tard, quand Fred du grenier vous dit qu'un jeu de gestion n'est pas si difficile, ne le croyez pas! Parce que je vous jure que le jeu était d'une difficulté, mais complètement aberrante! Passez le tuto, vous avez l'univers entier qui va s'acharner contre vous sans vous laisser la moindre pause. Alors oui, bien sûr, quand vous avez plusieurs dizaines d'heures d'expérience sur le soft, et que vous savez dans quel sens lui caresser le poil, bah c'est vrai que ça pose beaucoup moins de problèmes. Mais avant ça, faut accepter de se foirer et de perdre pendant des heures et des heures et des heures. En gros, le jeu te colle une paire de claques dès que tu débarques et il te laisse plus respirer. Coup de bol, les développeurs ont compris que leur jeu était vraiment trop extrême, puisque quelques mois après que je l'ai acheté, ils ont intégré plusieurs niveaux de difficulté, ainsi qu'un système de paramétrage de plusieurs options. Alors certains vont me dire que je ne suis qu'un noob qui ne sait pas jouer, et à ces personnes, je leur répondrai que je joue pas pour établir des records. Moi je joue pour jouer. Mon objectif, c'est de prendre du plaisir. Et oui, après quelques tentatives en difficulté minimale, je suis totalement partant pour recommencer en rajoutant des pénalités en plus. Ça me dérange absolument pas. Grosso modo, sans aucun spoil, le jeu vous met à bord du Tycoon, une espèce d'immense arche censée vous permettre de rejoindre une autre planète susceptible d'être colonisée. Sauf qu'évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu et pas mal de problèmes vont s'enchaîner, ce qui fait que vous serez constamment sur la brèche à essayer de farmer toutes les ressources possibles et imaginables dans l'espoir, éventuellement, d'arriver à respirer. Parce que vous avez besoin constamment d'alliages pour empêcher votre vaisseau de s'autodétruire, il faut pas rester trop longtemps dans un même système, parce que sinon vos colons dépriment, donc vous devez régulièrement leur créer des trucs pour leur remonter le moral, ce qui réclame des ressources en plus, mais également de la place, parce que oui, vous êtes dans un vaisseau spatial,
Et même si vous pouvez ouvrir différents secteurs au fil de la partie, bah ça va être impossible de mettre tous les bâtiments du jeu dans une seule zone, ce qui augure une difficulté supplémentaire. Est-ce que je favorise le moral de mes passagers, ou est-ce qu'on se concentre sur le travail pour atteindre la mission? Bah la réponse est simple. Tout. Vous devez tout faire en même temps. Parallèlement, petit tip pour ceux qui voudraient tester le jeu, vos passagers travaillent automatiquement pour faire tourner les bâtiments du secteur dès qu'ils sont actifs. Sauf qu'il faut que les travailleurs soient suffisamment nombreux, on est d'accord. Si ce n'est pas le cas, ils vont passer du statut optimal à celui des heures supplémentaires pour finalement arriver au surmenage. Ce qui va évidemment augmenter le nombre d'accidents, qui peuvent causer des explosions ou des incendies. Donc réflexe à prendre, s'il y a un bâtiment dont vous ne vous servez plus, vous le désactivez. Il faut aussi comprendre le système de transfert entre secteurs, que vous pouvez envoyer, je sais pas, l'alliage du secteur 1 au secteur 5 qui en a besoin pour fabriquer des trucs, ou alors si vous avez trop de monde dans le secteur 3, bah vous pouvez en envoyer une quantité voulue dans le secteur 4, voilà, Tout ça, ce sont des idées excellentes, très bien pensées, mais malheureusement ce sera à vous de le piger tout seul. Il y a quand même des points que je considère comme de vrais défauts du jeu, par exemple notamment les ressources humaines. La capacité à obtenir de nouveaux travailleurs est assez limitée. Faut trouver des sas cryogénisés et les décongeler pour obtenir de nouveaux habitants. Sauf que vos passagers sont séparés entre les travailleurs, qui font donc tourner absolument tout le vaisseau, et les non-travailleurs. Et là on met le doigt sur un problème. On va comparer avec Frostpunk, parce que beaucoup considèrent que Ixion c'est Frostpunk mais dans l'espace. Dans Frostpunk donc, vous avez une distinction entre les ouvriers pour les tâches manuelles, et les ingénieurs pour tout ce qui est intellectuel. Donc effectivement, tout le monde peut pas bosser partout, mais tous les habitants de la cité mettent la main à la pâte. Dans Ixion, la seule vocation des non-travailleurs, c'est de devenir des colons. Or les colons, t'en as pas besoin d'une quantité faramineuse. Et ensuite, vous êtes en train de me dire que je gaspille des ressources pour des personnes qui ne participent pas à l'effort global? Vous allez pas me faire croire que c'est pas possible d'enseigner à des gens de s'occuper des fermes d'insectes, de la déchetterie ou juste du stockage? Mais c'est aberrant! Je vous jure que s'il y avait eu la possibilité de voter une loi pour balancer les non-travailleurs dans le vide spatial, je l'aurais fait! Et si jamais vous votez la loi pour décongeler en priorité les travailleurs, mais c'est une des lois qui bousille le plus la stabilité morale! C'est complètement aberrant! Il y a aussi le problème des accidents, qui certes interviennent moins souvent tant que vous gardez le statut de travail optimal, mais ça intervient quand même. Pendant une de mes parties, j'avais 4 secteurs d'ouverts. Tout était en condition de travail optimale. Les 4 secteurs à la suite ont subi des accidents critiques. Et quand c'est critique, ça signifie que ça cause la mort de travailleurs. Du coup, moins de travailleurs et de plus en plus difficile de maintenir la situation à flot. Foutez-moi la paix à force! Et vous savez le plus marrant? J'avais jonglé avec les préférences pour que les accidents soient réduits de moitié. J'ose même pas imaginer ce que ça doit donner en normal. Après, t'as aussi des petits points, pas problématiques en soi, mais quand tu les ajoutes au reste, bah ça amplifie les emmerdes. Exemple, de temps en temps, quand tu vas sur une planète, tu peux avoir la possibilité de construire des stations. Stations, sauf que ça te demande des ressources. Ressources qu'il faut donc envoyer sur la planète. Ok, donc je dis à tel cargo de les apporter, ces ressources. Bien sûr. Sauf qu'au bout d'un moment, je retourne voir, merde, c'est toujours pas fini. Bah mince, c'est peut-être que le cargo est bloqué pour une raison X ou Y, donc je n'ai qu'à vérifier, et... Merde. C'est lequel le cargo que j'ai désigné? Je sais plus. Et le jeu ne te l'indique pas. Hein? Comment tu fais pour le retrouver? Tu te démerdes. Il y a aussi quelques bugs, pas beaucoup, mais assez critiques. Par exemple, vous avez 2 fins. Vu que la première possibilité me tentait pas du tout, je me suis dit que j'allais m'intéresser à la seconde. J'attends. Aucune possibilité se dévoile. C'est quand même bizarre, parce que c'était pas un truc secret à la base. Sauf que, bah, à force d'attendre, bah, t'as plus le choix, t'es obligé de prendre la première fin. Donc, je vais me renseigner sur les forums, et non, la seconde fin est absolument pas cachée. C'est juste que le jeu bug souvent, et ne te propose pas cette autre voie. Génial! Ça me donne envie de recommencer, tiens. Du coup, pendant ma seconde partie, j'ai enfin pu terminer le jeu avec la fin qui me convenait, mais je l'ai pas vu, parce qu'en fait, systématiquement, quand tu fais la dernière action pour terminer le jeu plante. Je ne déconne pas. Tu entends le son de la dernière vidéo qui ne se lance pas, et le jeu crash. Merci. Merci pour tout ça. Et c'est là tout le problème. Je pense qu'une fois que tu as parfaitement assimilé toutes les mécaniques du jeu, tu comprends suffisamment le système
pour te frotter au vrai niveau de difficulté. L'inconvénient, c'est que pour piger comment tout marche, il faut tester et échouer pendant des heures et des heures et des heures. Et je suis pas sûr que tout le monde a la patience de se foirer en boucle et de recommencer plusieurs fois depuis le début. Donc à mon sens, l'introduction des niveaux de difficulté et des paramètres de gestion est une excellente décision. Et soyons francs, Ixion est un très bon jeu, mais il souffre de pas mal de défauts qui ruinent l'expérience. Raz! Ça fait plaisir de te revoir! Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Psychonaut est à la base un jeu sorti sur PS2 et qui nous faisait incarner Rasputin, un garçon doté de pouvoirs psychiques qui essayait de se faire engager comme psychonaute, c'est-à-dire des agents secrets dotés de facultés mentales. Et au début du deuxième épisode, effectivement, notre héros est amené à une nouvelle mission, cette fois-ci officielle. Un des principaux points noirs que je soulèverai, c'est évidemment l'absence de VF. Quand t'as passé tout le premier épisode à kiffer le doublage français, c'est quand même particulièrement chiant de devoir t'en passer par la suite. Le gameplay varie beaucoup, selon les esprits qu'on visite, il y a parfois des séquences vachement originales, pas toujours parfaites ceci dit, mais c'est toujours suffisant. Malheureusement, il y a aussi pas mal d'aspects répétitifs. Par exemple, on va dans l'esprit d'un adepte du jardinage, et on va devoir récupérer des graines. La première nous est dérobée par un papillon, qui va la planquer ailleurs, et à partir de là, tu sais pertinemment qu'à chaque fois que tu vas trouver une graine, le fameux papillon va revenir te la chourer. Ce qui est assez frustrant quand tu sais pertinemment que tu pourrais utiliser des pouvoirs pour t'en débarrasser. Mais en dehors de ça, c'est un très bon jeu. Même en résolution la plus basse, ça passe crème sans être moche. Donc je vous le conseille. Je m'attendais à tellement pire. je craignais un jeu de shoot surnaturel basique et pas fun façon Gungrave Gore. Eh ben pas du tout. Et en seulement 2 heures de jeu, le gameplay c'était quand même vachement étoffé. Alors, c'est très dirigiste et scripté, hein, on est d'accord. Et l'essentiel de la jouabilité se trouve dans les combats, qui sont quand même un chouïa technique. Si vous jouez en normal, vous allez devoir gérer votre santé et jongler entre vos différentes armes, qui sont toutes accessibles via une touche ou combinaison de touches différentes. Donc pas de roue d'inventaire, et ça c'est cool, ça pète pas le rythme. Bon, le scénario... je pense pas qu'il faille en attendre grand chose d'inoubliable, mais ça a le mérite de poser son univers à la cool, et de faire ce qu'il a à faire sans pour autant s'éparpiller. Même si le côté uchronique du Far West qui s'est technologiquement développé pour affronter les vampires, en soi c'est quand même plutôt intéressant. Au fil des massacres, vous récupérez de l'XP, qui à chaque niveau gagné vous donne des points d'atout, qui vous permettent de débloquer une nouvelle compétence. Et en plus, vous ramassez des dollars qui vous servent à améliorer vos armes. Graphiquement, ça se voit que c'est un jeu couloir, parce que ça vous demandera pas des masses de ressources. C'est un jeu sorti en 2020, les 3/4 du temps, je dois mettre les graphismes au minimum pour pas que ça rame. Là, j'avais tout en élevé, et aucun problème de framerate. Donc, est-ce que c'est un jeu à l'ancienne ? Oui. Oui, totalement. C'est complètement un beat'em all old school, et le jeu assume complètement ce délire. Et du coup, je vous invite très cordialement à lui laisser une chance. Mon premier contact avec le jeu m'a fait grimacer. D'une part parce qu'il lui a fallu au moins 10 minutes à charger dans le vide avant de consentir à démarrer. Je vous avoue qu'il en avait fallu de très peu pour pas que je le désinstalle aussi sec. Parce que c'est pas un loading avec une barre de chargement qui vous indique combien de temps il reste. Non, c'est trop facile ça, hein. Non, là, ça charge, mais tu sais pas où ça en est. Comme ça, tu es incapable de savoir si le jeu a pas tout simplement planté. Magnifique, non ? Ensuite, j'ai vu l'état du jeu avec sa traduction française. Oui. À partir du moment où vous avez les textes en français qui dépassent du cadre prévu, et donc sont en partie illisibles, ça part mal. D'autant que la traduction du menu principal laisse pas mal à désirer. Au lieu de mettre lancer une partie ou nouvelle partie, on a joue. Au lieu de quitter le jeu, on a sort. Et pas mal de traductions un brin foireuses pour les appellations techniques de gamers. Puis a commencé le jeu.
et j'avoue que je m'étais même pas renseigné dessus en fait. J'ai lu World War II Rebuilder, et je me suis dit bah, ça va être un jeu de gestion. Pas du tout, c'est un builder simulator qui vous fait vous déplacer dans une vue en FPS. Ah, donc déjà j'étais un peu moins chaud du slip. Mais n'étant pas du genre à cracher sur un jeu sans raison, je me décide à tester un niveau. Le didacticiel est assez rapide et m'apprend assez vite les bails, on me tient encore un peu la main au premier vrai niveau, mais globalement on commence à me laisser me démerder tout seul. Et j'avoue que c'est prenant. Je comparerais même facilement World War II Rebuilder à Power Wash Simulator. Il va falloir vous déplacer sur le terrain prédéfini, récolter les différentes matières premières que sont le bois, le gravat, le métal et les briques, tout en déblayant le terrain. Il faut utiliser le chalumeau pour découper des trucs en métal, la masse pour exploser des gros tas de débris, la pelle pour ramasser un maximum de trucs, puis vient la partie reconstruction où les matières premières vont généralement vous servir à réparer différents bâtiments sur le terrain. Ce qui en général consiste à échanger un certain nombre de ressources contre une construction toute prête. Même s'il faudra en crafter quelques-unes dans votre atelier. Le système de désamorçage des bombes aussi est plutôt intéressant. Bah oui, dans des pays qui ont été bombardés, évidemment que parfois vous tombez sur des saloperies qui n'ont pas explosé. Il y a le mini-jeu des tuyauteries que je trouve un peu aléatoire. Genre vous avez différentes vis à resserrer, faut jouer avec la taille de l'ouverture de la clé anglaise pour ensuite en serrer le bon, sauf que des fois la gestion de la clé est un peu zarbe, et faudra presque y aller au pixel près pour réussir. On a aussi des sortes de spectres, faut croire, que dès que vous les touchez, en fait, votre personnage aura une vision du passé, pour comprendre comment la zone a été détruite. Sauf que d'un point de vue éducatif comme ludique, je suis pas convaincu. On aurait pu se contenter des différents textes un peu éparpillés partout, ça aurait pas été gênant. Vient ensuite le cas de l'équipement lourd. Alors autant le tractopelle pour pousser les gravats, ça va. La grue pour tirer des éléments lourds, c'est bien aussi. Néanmoins, c'est là qu'apparaît la plus grosse faiblesse du jeu, sa physique. Et quand vous avez besoin d'utiliser le boulet de démolition pour détruire un bâtiment, chose qui promettait d'être fun, et bah la gravité du jeu vous fait comprendre que non. Le moindre mouvement de la grue fait complètement s'envoler le boulet et ça rend son utilisation complètement aléatoire. Le nombre de fois où le boulet est passé par-dessus un mur que je devais détruire, c'est en s'en arracher les cheveux. Bon, coup de bol, on peut se contenter de bousiller les murs à coups de masse. Ce qui est beaucoup plus simple. C'est plus long mais ça passe. Un autre défaut, c'est l'ambiance sonore, qui est d'un minimalisme considérable. Le bateau, on en a qu'un seul dans tout le jeu, c'est probablement la pire simulation de navigation que j'ai testée de ma vie. On peut aussi reprocher au jeu d'être assez pénible vis-à-vis de tout ce qui est truc en hauteur, ce qui vous réclame de mettre en place des échafaudages, mais si par malheur ils ne sont pas correctement placés, vous pouvez pas juste les déplacer. Non, il faudra tout enlever pour les remettre dans votre inventaire, et ensuite les ressortir pour les remettre au bon endroit. Alors quand vous en avez qu'un, c'est pas problématique. Quand c'est des trucs à plusieurs étages, là par contre, vous commencez à faire la gueule. Du coup, c'est plutôt sympa. Ça demande de réfléchir un peu, mais ça reste quand même à peu près aussi coolos que Power Wash Simulator. Donc, je valide sans aucun problème. Alors, c'est assez compliqué et en même temps assez simple à définir. Vous avez un dôme, et il faut le keeper. Voilà, grosso modo c'est ça le principe. Vous allez régulièrement subir des agressions de la part de différents monstres, terrestres ou aériens, qui attaquent au cac ou à distance. Et quand ils arrivent, ce sera à vous de défendre votre territoire. Au début avec un simple canon laser, sauf que plus les vagues s'enchaînent, plus les ennemis sont nombreux et puissants. Alors que faire ? Eh bien creuser. Votre personnage peut forer le sol sous le dôme, et récolter des minéraux, 3 formes différentes sauf erreur, hein, le fer, l'eau et le cobalt, minéraux qui vous permettent de développer des améliorations, rendre le dôme plus résistant, améliorer la foreuse, votre vitesse de vol, etc. etc. Au fur et à mesure que vous forez, vous allez trouver des reliques, des gadgets supplémentaires, tourelles laser ou un localisateur à minéraux, que vous pourrez également améliorer. Sauf que plus vous creusez, plus vous atteindrez des couches résistantes, et plus il faudra de temps pour remonter à la surface. Comprenez donc que les allers-retours sont assez fréquents et vous demanderont de bien équilibrer vos améliorations entre la puissance et la résistance de votre dôme, ainsi que vos capacités de minage. Parce que si vous ramenez 2 pauvres morceaux de fer entre chaque vague, votre dôme il va pas durer longtemps. Après, on arrive au potentiel défaut,
la carte et l'emplacement des différents minerais ont l'air totalement aléatoires. Il m'est déjà arrivé, dans mes premières parties, de littéralement siphonner tout ce qu'il y avait à creuser sans jamais rien trouver. Et quand vous subissez 3-4 vagues sans rien ramener, je peux vous dire que c'est assez désagréable. Après, comme il y a aussi une certaine liberté dans la taille de la map à creuser, je pense que c'était un point qui était voulu par les développeurs. C'est une fois la première run remportée, vous débloquez une map de taille moyenne et quelques autres éléments. Et pour avoir testé les versions moyennes et grandes des maps, je trouvais largement plus de minéraux que dans la petite. Donc c'est probablement volontaire. J'aurais aussi apprécié qu'on puisse cumuler plusieurs gros gadgets à mesure qu'on les débloque. Au début, on a un bouclier qui encaisse une partie des dégâts avant que ce soit le dôme avant que le dôme soit endommagé. Puis on a un gaz qui permet de retarder l'arrivée des monstres, mais qui n'autorise pas que le bouclier soit présent. C'est un peu dommage, même si je reconnais que c'est une volonté de conserver un certain challenge. Parce que oui, du challenge, il y en a, hein, même avec la plus basse difficulté, vous pouvez pas mal galérer si le jeu a décidé de pas vous refiler ce qu'il faut. Pour l'anecdote, pendant une de mes parties, j'étais à court de cobalt pendant au moins une dizaine de vagues. Le cobalt étant la seule chose qui peut réparer votre dôme, je vous laisse imaginer le stress. Heureusement, j'ai trouvé la relique finale qui répare automatiquement le dôme, parce qu'il devait me rester plus que quelques pixels de vie. Sinon, le jeu est très addictif. En fait, vous êtes tellement concentré sur l'aspect minage-défense que vous voyez pas le temps passer, en fait. Ma première run, même alors que j'avais des critiques à lui faire, j'ai dû jouer 1h30 sans m'en rendre compte. Donc, je pense que le jeu est un très bon investissement. Alors, c'est pas impossible que vous ressentiez de la répétitivité au bout d'un moment, hein, mais pour moi, ça reste un très bon jeu et je vous le conseille. Je le confesse, j'adore Mortal Kombat. Notamment depuis le quasi-reboot qu'on avait eu droit avec Mortal Kombat 9, qui avait décidé de mettre en place une vraie histoire, un vrai scénario au sein du jeu, pour nous faire switcher entre les différents persos et tisser un peu plus de lore dans l'univers. Et clairement, quand est arrivée la fin de Mortal Kombat 11, je me suis dit mais c'est pas possible, ils pourront plus jamais ressortir de Mortal Kombat. Ouais, j'avais juste pas envisagé qu'ils rebooteraient encore une fois la licence, et en l'occurrence, c'était probablement la seule option qu'ils avaient pour continuer en fait. Alors, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout un technicien de l'extrême dans les jeux de combat. Si j'arrive à retenir 2-3 coups spéciaux que je vais ressortir en boucle pendant tout le système, ça va être tout. Principalement parce qu'à force de changer régulièrement de perso, ma mémoire sature très vite. Mais bon, vous avez la possibilité de gérer les difficultés en allant du très facile au très difficile. Et globalement, je trouve que le jeu est très cool à suivre dans son mode campagne. C'est ni trop compliqué ni trop simple, ça vous demandera de réussir à gérer un minimum les différents persos pour avancer, mais ça va pas vous demander des heures d'entraînement non plus, quoi. Alors, d'un point de vue technique, ça se voit qu'on est sur PS5. Certains disent que Hogwarts Legacy est le plus beau jeu de sa génération, Mortal Kombat 1 le défonce. Il encule littéralement l'univers de Poudlard avec du gravier. Alors oui, c'est un jeu de baston et pas un open world, d'accord. Oui, il a eu quelques mois de plus avant de sortir, d'accord. Et alors, je veux dire, tout est magnifique. Les personnages débordent de vie, tu sens qu'il y a vraiment une âme dans ces portraits de pixels, tandis que dans Hogwarts Legacy, c'était souvent le minimum syndical. D'ailleurs, les cinématiques, waouh! Putain, mais les gars se sont déchirés. Genre, t'as des combats non interactifs, qui se déroulent juste pendant une cinématique, tu peux pas y participer. Ah, tu sens que les développeurs se sont fait chier, hein. Mais alors, pour un fan des bastons chorégraphiés comme moi, c'est du pain béni. D'ailleurs, pour ce qui est du scénario de la campagne, j'avoue que j'étais plutôt content du résultat. Généralement, l'intrigue d'un Mortal Kombat, bon, ça vole pas bien haut, hein. Mais là, c'était plutôt honnête. J'ai pas vu d'incohérence, quelques facilités scénaristiques, mais pas des masses. Y a même eu des fois où la situation faisait que je m'attendais à 200% qu'un événement se produise, et il n'est pas arrivé. Ce qui est très appréciable, parce que qu'un scénario de Mortal Kombat réussisse à me faire des fausses pistes, bien joué. Franchement, je l'avais pas vu venir. Bon, après, ça va pas mériter un Pulitzer non plus, faut pas déconner. Après, d'autres points moins appréciables. Quand vous mettez sur pause, vous avez une liste des principaux coups spéciaux, qui, entre parenthèses, n'est pas toujours complète, mais bon, c'est pas l'important.
Sauf que ça indique la combinaison pour une easy fatality, une combinaison extrêmement simple. Pas la combinaison pour faire la fatalité, uniquement sa version simplifiée. Donc je me dis cool, comme j'ai du mal à retenir les touches, ça va simplifier la tâche. Ça marche pas. Et en faisant une recherche, je me rends compte que c'est normal. Pour utiliser une easy fatality, il faut des jetons spéciaux, que tu achètes dans une boutique premium, avec du vrai argent. Alors je vais être franc, NetherRealm Studio, je vous adore. Mais là, vous commencez à avancer sur une pente glissante. Le même genre qu'a emprunté Ubisoft. Et croyez-moi, c'est pas bon signe pour la suite. Sinon, au-delà de la campagne principale, y a les systèmes de combat en tour par tour solo. Le classique, quoi, qui vous permettent d'avoir l'épilogue de chaque personnage pour après la fin de la campagne. Ce que je trouve plutôt sympa pour nous amener à continuer à jouer. Après, on a le mode invasion, qui est lui aussi une suite à la campagne principale, qui d'une part n'a aucun doublage français, il y a vraiment rien de traduit. Tu te demandes comment les studios de doublage ont pu oublier un truc pareil. Et c'est pas particulièrement intéressant. C'est juste une suite de combats pas très innovants, avec quelques épreuves comme celle qu'on avait dans la tour du chaos de Mortal Kombat 9. Franchement, j'y trouve pas mon compte et ça m'a très vite saoulé. Pareil avec le système des récompenses in-game. Oui, vous pouvez débloquer des trucs en réussissant des épreuves ou des sessions de campagne, mais il y a aussi une boutique aléatoire qui vous donne un truc au pif en échange d'un millier de pièces. Ouais, sauf que les pièces, elles sont longues à farmer. Donc clairement, c'est pas rentable, et c'est beaucoup moins fun que ce qu'on pouvait avoir dans la crypte. Je suis pas non plus totalement convaincu par le système des caméos. Oui, c'est sympa, mais bon, sans plus, quoi. Et c'est d'autant plus dommage que certains personnages classiques de la licence, comme Sonya Blade ou Keno, ne soient disponibles que en caméo. Mais bon, vu la direction prise par le studio, si ça se trouve, ils vont les rendre débloquables avec un DLC. Donc voilà, je le mets dans mes tops parce que pour la campagne et les tours en solo, c'est vraiment à tester. Et je trouve même que c'est un très bon opus. Pour le reste, ça sent vraiment le truc fait à la va-vite pour inciter les joueurs à dépenser un max de pognon. Et ça, je suis pas fan. Vraiment pas fan du tout. De la part d'un mec comme moi, qui déteste la mer, et est allergique à pratiquement tout ce qui en vient, je m'attendais pas du tout à autant apprécier le système de Dave the Diver. Grosso modo, vous incarnez Dave, un homme au physique assez bonhomme on va dire, qui se révèle être invité par un de ses amis pour explorer une faille océanique, dans laquelle on peut retrouver pratiquement toutes les espèces marines au monde, et qui plus est peut se modifier d'un jour à l'autre. Il vous faudra alors pêcher un maximum de poiscailles, histoire de faire tourner le restaurant de sushi local. Alors, c'est du pixel art. En général, je suis pas super fan, parce que je trouve que c'est souvent un cache-misère, mais il y a des fois, c'est très bien fait. Genre, l'animation et cinématique qui est juste incroyable. Vraiment, il y a des scènes absolument mythiques dans ce jeu. Le soft va donc se scinder en plusieurs phases de gameplay. Les deux principales étant évidemment la plongée pendant la journée, et le soir, s'occuper de servir les clients et composer le menu. Mais ce n'est pas tout! Parce que le gameplay évolue à mesure que vous progressez en intrigue. On débloque le marchand d'armes, la ferme de poissons, qui vous évite de sans arrêt replonger pour récupérer les mêmes bestioles. On peut embaucher du personnel pour se faciliter la tâche au restaurant. On débloque un système de jardinage pour obtenir d'autres ingrédients. Il y a énormément de diversité dans la jouabilité. T'as des jeux de rythme, de mémoire, d'agilité, il y a des visual novels, mais il y a de tout, bordel! Et c'est pas le genre de gameplay qu'on va vous rabâcher en boucle du début à la fin, non! Il y en a certains, tu les fais que 2 ou 3 fois dans tout le jeu. Bon, j'aurais peut-être un reproche sur ces multiples gameplays. Parfois tu te retrouves avec un truc à faire, et t'as pas eu d'explication sur ce que ça impliquait. Pour l'exemple, à plusieurs reprises, il y a des mini-jeux de cuisine. Systématiquement, je me suis fait interrompre pendant ces mini-jeux. Du coup, j'ai perdu des points, parce que je pouvais pas mettre sur pause. Ce qui est d'autant plus dirigeant que la plupart des autres mini-jeux, ils peuvent être mis sur pause. Donc pourquoi pas celui-là? Le soft vous autorise pas non plus à vous entraîner. Quand vous avez un mini-jeu qui se déclenche pour la première fois, vous êtes obligé d'apprendre sur le tas. Vous avez pas droit à un essai pour réussir à comprendre comment ça marche. La plupart du temps, c'est assez facile et rapide à comprendre, mais à d'autres, moins. Exemple, à partir d'un moment, une machine à cocktail est installée dans le restaurant. Ce qui est bien,
Le problème, c'est que vous devez gérer la machine suffisamment vite et sans faire d'erreur, en gardant en tête que le soir, c'est le rush, et que c'est pas parce que vous utilisez la machine que tout est mis en pause. Je regrette aussi qu'on puisse pas embaucher au moins une 3e serveuse, parce que c'est vrai que quand limité à 2, bon, c'est un peu dommage. Dev n'étant pas le personnage le plus rapide du soft. Il y a aussi, ça c'est un défaut qui touche notamment la plongée. Vous pouvez jouer en AZERTY, mais le jeu considère quand même que vous êtes en QWERTY. En gros, dans les QTE, les touches qu'il vous réclame ne sont pas forcément les bonnes. Et faut s'en souvenir. Du genre, pour faire telle action, appuie sur la touche Z. Sauf que sur ton clavier, le Z correspond au W. Donc il faut se le rappeler et appuyer sur la bonne touche. Et très souvent, je me suis foiré sur des QTE à cause de ça. L'angle de visée aurait gagné à être un peu plus large. C'est impossible de viser quelque chose qui se trouve au-dessus ou en dessous de toi, quoi. Non, c'est juste dans un petit angle, en face ou derrière. Mais tu peux pas viser ailleurs. Et pour moi, c'est un truc qui m'a régulièrement posé problème, notamment face à certains prédateurs qui étaient très rapides ou cuirassés. Sinon, quel autre défaut je trouve les musiques principales un peu répétitives. C'est un peu dommage qu'on puisse pas les changer. En tout cas, si c'est possible, j'ai pas trouvé comment. Donc, finalement, le jeu est-il bon? Oui, il est même excellent. Je vous cache pas que rien que pour venir à bout de la campagne principale, vous en avez minimum pour quelques dizaines d'heures. Bon, j'avoue, j'ai pris mon temps. Je pense que vous pouvez finir le jeu plus vite si vous vous concentrez uniquement sur la quête principale. Donc, le soft est pas parfait, mais il reste malgré tout extrêmement bon. Chargez! Putain, ça fait un moment que je l'attendais celui-là. J'étais un énorme fan du premier jeu. J'ai dû y passer mais des centaines d'heures à l'époque. Et j'y ai pas retouché depuis 2016. Voilà. Donc le pitch, il y en a pratiquement pas. Bon, il y a un lore mais sans plus. Vous avez un début de scénario pour votre personnage, modélisé selon comment il est dans son enfance, son adolescence, qui ont été ses parents, etc. C'est un RPG pur et dur, à l'ancienne. Pour augmenter les stats de votre perso, va falloir les travailler. Gardez d'ailleurs en tête qu'il est préférable de se spécialiser, d'où l'intérêt d'embaucher des compagnons qui seront un peu meilleurs que vous dans d'autres domaines. Et n'espérez pas que vous finirez par devenir l'ultime bourrin capable de massacrer une armée à lui tout seul. L'univers est assez réaliste, donc même en vous spécialisant à donf dans la baston, sitôt que vous serez seul face à plus de 5 adversaires bien armés et équipés, vous ferez pas le malin. En tout cas pas longtemps. Non, si vous voulez rouler sur les autres peuplades, il va falloir rassembler des armées, recruter les troupes là où vous le pouvez, et il va falloir gérer leur morale, leur faim, et aussi les payer régulièrement. Et l'objectif, c'est vous qui voyez. Vous pouvez essayer de vous la jouer marchand en attaquant le moins de monde possible, vous pouvez devenir un mercenaire et vendre vos services à une nation, ou au contraire leur prêter allégeance et ainsi avoir une certaine importance sur l'échiquier politique, car oui, il y a des aspects politiques au jeu. Une fois que vous avez vos propres fiefs et suffisamment d'influence, vous pouvez parfaitement concilier votre roi pour telle ou telle décision, genre faire la paix, déclarer la guerre, soutenir tel ou tel Gugus pour lui léguer des terres, exclure un clan du royaume, ou alors vous pouvez agir comme une petite pute, genre rassembler des brigands pour piller des villages, trahir tous ceux que vous croisez pour votre profit. Il est également possible de se marier. Malheureusement, j'ai fait un personnage féminin et les dragues lesbiennes, c'est pas possible. Tant pis. Après une bataille, vous pouvez recruter ou faire prisonnier des soldats ennemis, mais également des chefs de clan ou des seigneurs, et vous pouvez les rançonner, c'est-à-dire les libérer en échange d'une rançon. Et évidemment, si vous avez capturé un seigneur, la rançon va être beaucoup plus importante. Il faut aussi savoir que le temps passe et a un véritable impact. En l'occurrence, j'ai déjà eu des messages qui m'informaient que tel seigneur était mort de vieillesse, que un tel s'était marié ou avait eu des enfants, voire que d'autres étaient morts sur le champ de bataille. Et ça pour moi c'est très intéressant. Un des principaux reproches que je ferais au premier jeu, et même probablement c'est même une des raisons qui m'a poussé à arrêter de jouer, c'est que tu pouvais finir par conquérir toutes les villes et tous les châteaux de la map. Il était impossible d'éradiquer les représentants des différentes nations. Même en les faisant prisonniers, ils finissaient systématiquement par s'enfuir et revenir à la charge. Ce qui est très pénible si, comme moi, votre objectif c'est de pacifier tout le continent. Mais là en l'occurrence, comme on peut exécuter les prisonniers importants, peut-être que ce défaut est plus d'actualité. Je dis peut-être parce que j'ai pas fini le jeu en fait. J'en suis qu'à 48 heures de jeu, à l'heure actuelle. Et je suis encore très loin d'avoir le dessus sur tout le monde. D'ailleurs, petite anecdote, vous avez une animation pour les exécutions de prisonniers, et systématiquement, quand la lame arrive sur le condamné, fondu au noir. Ok, on évite le gore, je peux comprendre, mais à ce moment, mettez pas d'animation. Ou alors, mettez-la de manière à ce qu'on voit pas la décapitation, quoi, j'ai trouvé ça assez bizarre quand même. Le pillage des villages est vachement long.
Je crois qu'il te faut 5 ou 6 jours pour que tes hommes aient entièrement mis le village à sac. Que ça prenne du temps pour assiéger un château ou une ville, je peux comprendre, sans problème même. Mais une semaine pour piller un village de Pécor, je suis pas trop convaincu. J'en parlais tout à l'heure, les compagnons, dont les compétences peuvent améliorer votre groupe, se trouvent systématiquement dans les tavernes. Sauf que là où Warband avait une liste de personnages prédéterminés, c'est pas le cas ici, où ça a l'air d'être une infinité de persos qui peuvent vous accompagner. Mais une infinité générée de façon procédurale. Le problème étant que tu peux très régulièrement tomber sur le même type de PNJ, je vous jure. À un moment, j'avais littéralement fait le tour de Calradia où j'écumais toutes les tavernes pour me trouver un guérisseur. 90% des héros que je trouvais, c'était des guerriers. Et pratiquement jamais 2 fois le même perso. Donc voilà, j'aurais préféré une liste de prédéfinis de persos plutôt qu'un truc visiblement procédural et aléatoire. Le système de stratégie, alors dans Warband, je m'étais d'abord amusé à monter mes capacités en tapant sur les Nords. Et sauf erreur, en fait, les Nords étaient les seuls à ne pas avoir de cavalerie. Ce qui faisait que tu leur roulais très facilement dessus. Et j'étais devenu tellement puissant que, du coup, j'avais toujours plus de troupes qu'eux, et pour moi, la seule stratégie, en fait, c'était de foncer dans le tas. J'ai appris qu'on pouvait faire de la stratégie quelques années après avoir arrêté le jeu. Ici, c'est fortement encouragé, et effectivement, c'est assez plaisant de pouvoir... avant une bataille, de placer tes troupes, de pouvoir leur donner des ordres pendant le combat, genre de leur ordonner une formation, de te suivre, d'aller dans un endroit précis. Alors oui, c'est bien, mais je regrette qu'on n'ait pas un système à la fois plus souple et moins restreint. Par exemple, au début, je me disais, je mets mes fantassins devant, comme ça, ils font un mur de bouclier, histoire de protéger les archers, pendant que les archers tirent des flèches sur les ennemis. C'est pas possible. Si les archers sont derrière les fantassins, ils tireront pas, histoire de pas blesser les collègues. Et niveau formation, c'est un peu limité en fait. À part leur dire de se positionner en ligne ou en triangle, tu peux pas leur dire spécifiquement faites un cordon de sécurité autour des archers pour les protéger des cavaliers ennemis par exemple. Et à l'inverse, quand t'es dans une bataille où les troupes sont gérées par l'IA, t'as l'impression que l'IA est complètement cheatée. Genre tu vas avoir 2 cordons de cavaliers des 2 côtés pour prendre l'ennemi en tenaille, tandis qu'en même temps, les fantassins sont amenés en ligne droite et protègent les archers qui sont juste derrière. Comment c'est possible ? Quand t'es sur le champ de bataille, tes ordres sont limités à ce que ton perso peut voir. Donc voilà, peut-être ajouter un mini-jeu de stratégie pure aurait pu avoir son intérêt. Parce que perso, même si j'arrive à faire 2-3 trucs niveau tactique, tu sens que t'es limité quand même. Hein, à moins qu'il y ait des subtilités que j'ai pas pigées, c'est tout à fait possible. Néanmoins, de par mes souvenirs, le nombre de soldats sur le champ de bataille était assez limité dans Warband. Donc là, quand tu te retrouves avec des centaines de Gugus en plein affrontement, ouais, ça fait plaisir. Et en termes de liberté, c'est quand même vraiment très large. Vous pouvez aller dans n'importe quelle ville, que vous pouvez directement visiter en temps réel, ou au contraire vous contenter de l'interface pour aller checker les lieux et les PNJ les plus importants. En gros, c'est un peu le même système que Sid Meier's Pirates. C'est vraiment un gros bol de liberté que j'ai pris dans la tronche. J'ai passé des heures et des heures à m'amuser, parce que c'est un peu mon problème avec les open world actuels, c'est que très souvent le gameplay se renouvelle pas, ce qui fait qu'au bout d'une dizaine d'heures, t'as globalement fait le tour et t'as plus trop de raison de continuer en fait, à part finir le scénario. Là tu commences, t'affrontes tout juste des pillards, y a pas besoin de stratégie. À force, tu leur roules dessus, donc tu commences à te dire que va falloir améliorer un peu tout ça. Tu commences à faire des pactes avec un royaume, et du coup tu te retrouves face à tes premiers ennemis qui sont de vrais soldats armés et entraînés. Donc tu comprends qu'il faut faire gaffe si tu veux pas te retrouver à poil. Faut bien surveiller les allées et venues, faut pas t'attaquer à n'importe qui. Sauvegarder régulièrement aussi. Dès que tu le peux, faut acheter des ateliers et faire des caravanes commerciales histoire de t'assurer un petit revenu régulier, parce que faut pas croire tes soldats ils coûtent du fric. Les sièges de château sont très cool. Que quand t'assièges toi-même un lieu, t'es quand même, y a un mini-jeu de stratégie avec la gestion de tout ce qui est scorpion, catapulte et tout ça. Tu peux le passer et attaquer direct, mais bon, après je te cache pas que tu stresses un peu. Parce que quand en face ils ont des catapultes qui peuvent te one-shot une vingtaine de Gugus, tu fais pas trop le fier. Après j'ai été aussi content de voir que quelques défauts de Warband avaient été corrigés. Par exemple, à l'époque, quand tu assiégeais un château, tous tes soldats escaladaient sur une seule échelle. Et donc, c'était un carnage, quoi. Tu perdais énormément de soldats
avant de faire le moindre dégât chez l'ennemi. Pour le coup, ça a été corrigé, et les soldats empruntent vraiment 4 ou 5 échelles différentes, quand ils se contentent pas de pulvériser les portes à coups de bélier, ou de catapulte. donc très très bonne chose. Il y avait aussi le souci du cheval, qui avait tendance à caler au moindre obstacle. Littéralement, hein, t'étais lancé au triple galop, tu heurtes un autre cavalier, ton cheval passe de 100 à 0 à l'heure. Et donc fallait perdre de précieuses secondes à le relancer à toute vitesse. Donc là le système est quand même largement plus fluide, et c'est très très appréciable. Sinon techniquement le jeu est pas parfait non plus malheureusement. Il a toujours quelques problèmes de bugs, notamment graphiques, quelques soucis de traduction, et plus problématique encore, c'est pour ça qu'il est pas plus haut dans le top, il peut crasher. Rarement, hein, faut l'avouer, mais ça arrive. Et je vous cache pas que c'est un peu ce qui m'a incité à ne plus participer aux batailles, c'est que pendant un temps, chaque fois que je lançais une bataille, systématiquement, il crachait. Et le problème c'est que tu peux pas sauvegarder quand t'es en bataille. Donc tu te retrouvais à la dernière sauvegarde avant la bataille. Pour l'anecdote, j'ai eu plusieurs crashs dans la même soirée, systématiquement pendant des batailles que j'étais en train de gagner. Donc déjà, imaginez bien les boules. Je relance pour la 4e fois la partie, je refais une nouvelle bataille, là je perds, et le jeu ne crache pas. Donc je vous cache pas que là ça a été une des seules fois où j'ai refusé ma défaite, où j'ai rechargé la partie. Les fois d'avant j'avais gagné, le jeu ne m'a pas laissé gagner, donc pour cette fois je refuse la défaite. D'ailleurs justement il y a eu un patch très régulièrement là qui a visiblement arrangé pas mal de soucis. Je ne sais pas si le système des crashs a définitivement été calmé, faudra que je vois. Mais conclusion, Bannerlord est probablement une de mes meilleures expériences vidéoludiques de l'année. Et je pense que je suis bien parti pour continuer à y jouer pendant 2024. Hein, donc si vous cherchez un jeu bac à sable, foncez, c'est de la bonne. D'office, je crois que c'est un des meilleurs investissements vidéoludiques de ma vie. L'histoire, y en a pas, vous sélectionnez un personnage dans un décor en 2D pixel art, et vous êtes lâché dans une arène où des vagues d'ennemis vont vous submerger. Plus vous massacrez d'ennemis, plus vous gagnez d'XP, et à chaque niveau gagné, on vous propose un bonus, qui peut être une arme supplémentaire ou des compétences en plus. Au bout de 30 minutes, ou un peu moins selon le niveau, la mort vient vous éliminer, histoire de vous rappeler qui est le patron. Je vous préviens tout de suite, oui, il est possible de tuer la mort. Mais vous allez galérer. Et il faut savoir que, à part déplacer votre personnage, techniquement vous n'avez rien à faire. Il attaque automatiquement en boucle. Certaines armes ont des rythmes d'attaque plus ou moins longs, et donc faut s'assurer de faire la combinaison la plus efficace. Et en fait au début j'ai eu du mal avec le jeu, parce que je le trouvais quand même vachement difficile, et souvent frustrant dans sa gestion des bonus distribués. Genre les ennemis sont extrêmement nombreux et peuvent carrément traverser tous les obstacles. Pas toi. Les bonus sont distribués aléatoirement et tu peux très bien ne jamais obtenir celui que tu veux. Et une fois atteint le niveau 60, tu n'obtiens plus rien de neuf. Oui, à la base, c'est ce que je me suis dit. Sauf qu'au fur et à mesure que tu obtiens les succès, tu débloques de nouveaux personnages, de nouvelles armes, etc. Et surtout, de nouveaux bonus passifs à acheter. Ce qui te permet, par exemple, d'interdire l'apparition de certaines armes dans ta run, histoire d'être sûr de tomber sur ce qui t'intéresse. Tu peux débloquer le mode sans fin pour jouer indéfiniment sans te faire interrompre par la mort. Tu peux avoir le dépassement, qui te permet de continuer à choper des nouveautés, même au-delà du niveau 60. Les modes sanglant, course et inverse, qui donnent plus de caractéristiques à la run, pour toi ou pour tes ennemis. Tu peux obtenir certaines cartes d'arcane qui offrent des bonus particuliers. Donc il y a eu en plus pas mal de mages gratuites qui ont rajouté du contenu. Et même un DLC sur lequel je me suis jeté comme une hyène affamée. Donc je vous jure, le jeu de base plus les 2 DLC, vous en avez pour un total de même pas 10 €. Et le fait d'avoir plein de succès à déverrouiller, ça vous encourage à continuer. Pendant l'année, j'avais un peu laissé tomber le jeu pendant 2-3 mois je crois. Et là, il y a 2 mois, je me suis remis à y jouer comme si de rien n'était. Ah, il y a une mise à jour, il y a des nouveaux succès à débloquer. Bon bah, profitons-en. Par contre, ça c'est probablement un des principaux défauts que je vais lui reprocher. Pour trouver les secrets, là vous avez intérêt à vous accrocher, parce que même avec la Solus, c'est pas toujours simple de trouver comment les débloquer. Sinon globalement, les 3/4 des défauts contre lesquels je pestais lors de mes premières parties,
sont corrigés au fil de votre progression. Donc, très beaucoup Vampire Survivor. Donc si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous invite très fortement à le découvrir. Putain de merde. Très clairement, quand l'annonce du jeu a été faite, j'étais pas chaud. J'étais pas chaud du tout. Déjà un point qui m'a beaucoup énervé, ce groupe issu des comics ne s'appelle pas Midnight Suns, il s'appelle Midnight Sons. Donc à chaque fois que j'entends des gens en parler comme Sons et pas Sons, ça me gonflait. Ensuite, si vous avez vu mes flops de l'année dernière, Marvel's Avengers, c'était pas très bon. C'était même carrément une grosse merde. Et vu que j'avais pas trouvé le Miles Morales excellentissime, voilà, les jeux logotés Marvel, ça sent pas la rose en ce moment. Mais il se trouve que, au cours d'une discussion avec un pote, j'apprends que Midnight Suns a été développé par Firaxis. Attends. Firaxis, c'est les mecs qui ont fait les reboots d'XCOM. Ouais, et Midnight Suns, c'est pareil, c'est un tactical RPG. Oh putain! J'ai craqué. Le pitch, vous incarnez Hunter, l'enfant de l'élite, homme ou femme selon votre préférence, dont le job sera de mener tout un groupe de super-héros Marvel face à la plus grande divinité maléfique de l'univers. Plus grande divinité maléfique de l'univers, disons que ça se discute. Vous pouvez personnaliser le visage de Hunter, pas de manière extraordinaire, mais ça a le mérite d'être suffisant. J'aurais aimé qu'on ait droit à davantage de coupe de cheveux et la possibilité de diminuer le tour de poitrine de son avatar, mais bon. Le jeu se divise en deux parties, la première étant l'abbaye, où vous allez directement contrôler votre personnage à la troisième personne, histoire de découvrir les mystères de l'endroit, vous familiariser avec les différents héros, faire des recherches pour débloquer de nouvelles capacités, vous entraîner, envoyer des persos en mission secondaire, etc., etc. Et oui, nouer des amitiés avec les héros est plus qu'important, puisque plus vous serez liés, plus les personnages auront droit à des passifs puissants et seront efficaces en combat. Oui, par contre, je vous préviens, il y a des jauges d'amitié, mais pas de romance. N'espérez donc pas aller dragouiller Magic ou Wolverine dans la piscine. C'est con, je suis persuadé que j'aurais eu mes chances avec Nico. Vous avez aussi une pléthore de skins à débloquer, pas toujours de très bon goût, faut l'admettre. Puis vient la partie Tactical. Une fois par jour, vous envoyez 3 héros au turbin, et ils devront se placer sur la map pour affronter différentes vagues d'adversaires. Il y a les sbires qui crèvent en un coup, et les ennemis un peu plus résistants qui demanderont plus d'efforts. Chaque héros possède un deck de 8 cartes de capacité, allant de la technique à l'attaque en passant par la défense, et ces cartes sont piochées au fil de la bataille. Certaines cartes font monter la jauge d'héroïsme, et ça tombe bien parce que des points d'héroïsme seront nécessaires pour d'autres cartes, généralement pour les plus puissantes attaques. Et je vous cache pas que c'est bien plus stratégique qu'on pourrait le penser. Même en difficulté normale, vous avez tout intérêt à prendre chaque affrontement au sérieux si vous voulez pas retrouver au tapis. Et c'est super fun. Même le fait que tout le système d'attaque passe par des decks de cartes, un style de jeu qui d'ordinaire a plutôt tendance à m'horripiler, ici ça passe vachement bien. À tel point que j'ai fini le jeu au bout de 80 heures. Pour tout vous dire, j'ai tellement adoré le jeu que j'ai acheté le Season Pass avec tous les DLC, qui inclut non seulement de nouveaux personnages, Deadpool, Tornade, Morbius et Venom, mais également de nouvelles quêtes scénarisées qui sont toutes intéressantes et ajoutent certaines nouvelles règles de gameplay. Même si, alors je me demande, théoriquement, vous pouvez acheter chaque DLC séparément, sauf que quand vous les avez tous, vous êtes obligé de d'accomplir les missions dans un certain ordre. Genre vous devez d'abord faire la mission de Deadpool avant de faire la première mission de Tornade ou ce genre de choses. Et oui, d'une certaine manière c'est logique parce que toutes les missions sont mêlées. Mais si vous n'avez pas tout acheté d'un coup, vous faites comment ? Malheureusement, le jeu n'est pas parfait. Il a toute une cahière de petits défauts qui peuvent ruiner le plaisir si vous n'êtes pas un gros fan de tactical RPG. Passe encore sur les quelques bugs graphiques ou certains lags. Je rappelle que je joue sur PS5, donc le jeu est censé être optimisé pour être fluide. Ou encore que les dialogues sont impossibles à passer ou à mettre en pause. Par ailleurs, n'espérez pas avoir plus de 8 cartes dans chaque deck, de contrôler plus de 3 personnages à la fois sur le terrain, ou de faire plus d'une mission par jour, ce n'est absolument pas prévu. Je regrette aussi un certain manque de variété dans les missions. Oui, au fur et à mesure que vous faites les quêtes principales, d'autres objectifs vont apparaître, mais c'est pas grand chose quoi. Par exemple, c'est impossible d'avoir de l'infiltration. Alors que les mecs avaient réussi à en intégrer dans XCOM 2. C'est pratiquement que du combat et encore du combat. Alors de la baston classe qui va vous demander de bien réfléchir, mais je comprends que tout le monde soit pas comme moi fan au point de passer des dizaines d'heures sur le soft.
Pire encore, quand à chaque mission, le didacticiel se réactive systématiquement pour vous réexpliquer ce que vous devez faire à chaque mission, quand vous êtes presque à la fin du jeu, je vous cache pas que c'est un peu chiant. Il y a aussi quelques points, je pense pas que ce soit du bug, hein, mais c'est quand même assez pénible, c'est que dans les quêtes principales, vous avez souvent 2 combats à la suite. Or, au deuxième combat, votre jauge d'héroïsme, même si elle était intégralement remplie à la fin du premier, tombe à 0. Sauf que quand le deuxième fight ne vous donne que des cartes qui fonctionnent avec des points d'héroïsme, et que la repioche ne fonctionne pas ou qu'on ne vous donne pas ce qu'il vous faut, eh ben vous perdez connement un tour d'action dont l'ennemi profite pour vous fister. Sauf que comme je vous l'ai dit, à moins de jouer en facile, le jeu va être assez punitif. Donc un souci comme ça, c'est pénible. D'ailleurs, et ça aussi c'est peut-être une des raisons qui ont causé l'échec commercial du jeu, d'ordinaire quand un soft vous propose de choisir le genre du personnage principal, bah il va quand même mettre en avant la version masculine sur les jaquettes. Oui, il y a des versions alternatives avec le personnage féminin, mais justement, des versions alternatives. Là pour le coup, avoir le couille de mettre en avant le protagoniste féminin, je trouve que c'est plutôt osé. Maintenant, a-t-on des chances de voir arriver une suite? J'ai peur que non. Déjà que c'est pas garanti d'avoir un XCOM 3, le fait est que Midnight Suns a fait un four, selon Tech2. Et malheureusement, notamment avec Disney aux commandes, bah il y a très peu de chances pour qu'on ait droit à un épisode 2. Même si on peut parfaitement se contenter du premier, hein, y a pas de souci. Alors, si le jeu est si bien, pourquoi un tel échec commercial? Alors, certains ont supposé que c'était à cause de la date de sortie, parce qu'effectivement, il est sorti en même temps que God of War Ragnarok. Alors, ça peut jouer, bien sûr, mais pour ma part, je suis pas complètement d'accord. Déjà, il faut savoir que Firaxis, c'est un studio presque de niche, en fait. Ils ont jamais fait de méga ventes. Leur réussite commerciale, ça a toujours été sur le long, voire le très long terme. Et surtout, à mon sens, la raison number one de cet échec, Marvel's Avengers. Le jeu a tellement été une immense arnaque que pour moi, la plupart des gens ont vu le logo Marvel, ils ont fait « Nope, je me suis fait avoir une fois, pas deux ». Autre point à critiquer, cette fois effectivement directement dans le jeu, les crédits Eclipse. Alors, vous avez beaucoup de skins à débloquer avec des éclats, c'est-à-dire une monnaie virtuelle que vous obtenez dans le jeu, et que vous gagnez au fil des missions et des différents succès. Le problème, c'est que vous avez plusieurs skins légendaires que vous ne pouvez obtenir qu'avec des crédits Eclipse. Crédits qui là ne s'achètent qu'avec de l'argent réel. Déjà pas top. Ce qui n'aurait pas été si dérangeant si les skins légendaires en question n'étaient pas constamment dans votre inventaire. Mais si vous achetez le Season Pass avec tous les DLC, tous les skins légendaires du jeu vous sont offerts. Ce qui fait que les crédits Eclipse éventuellement déjà achetés ne vous serviront plus à rien. Donc si jamais vous adorez le jeu et que vous voulez les skins légendaires, prenez le Season Pass avec tous les DLC. Comme ça, au moins, vous aurez une raison de continuer à jouer. Mais n'achetez pas les crédits Eclipse à l'unité, ça ne vaut pas le coup. Donc c'est probablement le jeu que j'ai le plus saigné cette année, et que je retenterai sans aucune hésitation à un moment ou à un autre. Donc si vous aimez vraiment les jeux de qualité, que vous adorez vraiment Marvel, ou juste que vous kiffez les tactical RPG, je vous en supplie, jouez à Marvel's Midnight Suns. Parce que malgré ses quelques imperfections, ça reste un bijou. Pouf! Eh ben, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur mes découvertes vidéoludiques de 2023. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et on se retrouve probablement la semaine prochaine, dans le meilleur des cas, pour les tops et les flops dédiés aux lectures de 2023. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Dis donc, tu vas te calmer? Tu vas te calmer? 1, 2, 3. Ça fait mal aux oreilles, hein? Voilà, ça t'apprendra. Non. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette nouvelle vidéo des... Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour ces vidéos... C'est fini, vous deux? Mon peur. Elle t'emmerde, hein. Bon, oui, elle est chiante, la petite. Hein. Mon pauvre pépère. Voilà. C'est ça, viens de planquer derrière moi. Comme ça, tu seras tranquille. N'y pense même pas, toi. Déjà, il ne s'agit pas d'un compte-rendu exclusif. Non.
Fallait t'y attendre. Car je fais un top de ce que j'ai. Mais l'usine, tu te calmes. Les classements restent subjectifs. Les classements... C'est pas vrai, toi, hein. Ensuite, je vous rappelle que même si j'essaie d'ajouter les arguments aussi... Même si j'essaie d'ajouter... Ensuite, je vous rappelle que même si j'ajoute des arguments aussi neutres que je pourrais... Ensuite, je vous rappelle que même si j'essaie d'ajouter des arguments que j'espère aussi neutres que possible, même si j'ajoute des arguments que j'espère... Ensuite, même si j'essaie d'ajouter des arguments que j'espère le plus neutre possible, que j'espère le... Ah, putain. Mais l'usine, tu te calmes. Vous ne débloquez pas de nouvelles capacités au fil de l'aventure. Merde. Je t'ai fait peur ? Tant pis. Je spoilerai rien, mais c'est vrai que, en fin de compte, le fait de sauver ou non les persos, bah... Zine, je l'ai entièrement plié en 1 heure. Balou, tu pèses lourd quand même à force. Hors les missions, vous pouvez pas en faire autant que vous voulez. Hors les missions... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, visiblement, il y a eu une petite coupure de courant. Ça a pas l'air d'avoir gêné le... Ça, c'est le gros avantage, effectivement, de bosser sur un truc portable. Non, parce que j'ai vu la lumière qui a vacillé, puis l'ordi fixe qui est en train de se redémarrer, là. Et bah, il faut un temps pour que le nouveau cuistot vienne prendre son quart. Et bah, il faut un temps pour que récupérer les différents éléments du vaisseau. Mais en fait, je me suis rendu compte que ma batterie... L'ordi était branché, mais l'interrupteur de la multiprise était pas activé, en fait. Donc, la batterie se vidait. Et que vous savez dans quel sens, Lucas. Et que vous savez dans quel sens... plus de difficultés à ce... Du coup, moins de travailleurs, plus de difficultés à maintenir la stabilité. Putain. Parce que si vous ramenez 2 pauvres morceaux de Parce que si vous ramenez 2 pauvres morceaux de verre... Parce que si vous ramenez 2 pauvres morceaux de fer entre chaque... Putain. D'autres mini-jeux peuvent être mis sur pause. Ce qui est d'autant plus dirigeant que certains... Ce qui est d'autant plus dirigeant que d'autres mini... Ce qui est d'autant plus dur... Chargez! Pardon Balou, je voulais pas te faire peur. Modéliser selon comment il est dans son... Mowgli, arrête. Ça. Et... Mowgli... Qu'est-ce qu'il fout ? Bah oui, en même temps, si tu vas derrière les livres, y a rien derrière, hein. Ça... À la fois plus souple et moins restreint. Oh là, oh. Oh merde, il a arrêté d'enregistrer. Oh putain, stop. Deadpool, Tornade et... C'est qui le dernier ? Deadpool, Tornade, Morbius et Venom. Pourquoi j'ai dit Venom ? Je vous...